Madame la Présidente, chers membres du Parlement européen, je dois vous dire que c'est un grand honneur de me retrouver encore une fois parmi vous dans cette Assemblée. J'aimerais remercier vraiment la Présidente de m'avoir invité. Je remercie aussi la Commission d'être présente ce matin et surtout quelqu'un que je connais bien. C'est la troisième fois que je parle en déant 5 ans ici devant votre Assemblée. Et je dois vous dire que pour moi, cette Assemblée est l'épicentre en fait de la démocratie européenne et dont mon pays est fier d'accueillir depuis maintenant plus de 70 ans aussi son secrétariat général. Quand en 2018, j'ai eu l'occasion de m'adresser ici devant vous dans un débat similaire, il semblait pour beaucoup d'entre nous que l'Union européenne venait tout juste de traverser une période de doute qu'on pourrait presque qualifier de quasi-existentielle, ou tout du moins de questionnement interne quant à son futur proche. La crise de l'euro et la période d'intense pression migratoire de 2015 avaient créé des clivages qui étaient très très importants au sein de ces États membres, mais aussi au sein de votre propre Assemblée. Le résultat du référendum de Grande-Bretagne en 2016, ainsi que les montées des courants xénophobes et identitaires dans un nombre d'États membres, ont même fait que certains ont annoncé c'est la fin de l'Union européenne, on va marcher en arrière, le Brexit c'est le premier, on va en avoir les autres qui vont suivre les uns après les autres, et qu'on était incapable d'agir et que nous risquions tous une implosion de notre Union européenne. Et je dois vous dire que 5 ans après, je constate, et j'en suis très heureux, le contraire. L'Union européenne a eu des crises historiques. Et c'est vrai qu'on a tendance à chaque fois à dire c'est encore pire qu'avant, mais on a connu des crises ces 5 dernières années vraiment qui sont encore plus intenses que celles de 2018. Et nous savons montrer que nous sommes à la hauteur des défis. Et je dois aussi vous dire, Madame la Présidente, que votre institution a plus que jamais assumé aussi son rôle crucial dans le rouage institutionnel de l'Union européenne. Suite au Brexit, nous avons été solidaires avec l'Irlande et unis pour préserver l'intégrité de notre marché intérieur. Face au Covid, et nous avons eu quelques difficultés, je l'avoue bien, au début, nous avons réussi à garder la libre circulation des citoyens, des biens, et en tenter de limiter les dégâts. Et nous avons, et je le sais de quoi je parle, avec 200 000 frontaliers qui travaillent au Grand-Duché de Luxembourg, et je l'ai déjà dit tout à l'heure lors de la conférence de presse, un pays, si on avait fermé les frontières, où je n'aurais pas eu de personnel dans les hôpitaux. Les gens seraient morts les uns après les autres. Et c'était un réflexe, et c'est les appels, les liens, et on a vu les tensions. Certains ont pensé que de fermer les frontières allait stopper le virus. Bon, que bien leur fasse, on a bien vu que ce n'était pas le cas. Nous avons vu aussi que nous avons réussi en tant qu'Union européenne d'avoir des contrats. Alors, on peut discuter, les uns ou les autres ont leur position, mais imaginez-vous qu'on aurait laissé les vaccins au libre marché. Je peux vous avouer, je l'avoue, le Luxembourg, budgétairement, aurait pu s'en sortir pour acheter 600 000 vaccins. Mais comment est-ce qu'on aurait d'expliquer à d'autres membres de l'Union européenne que parce qu'ils n'ont pas les moyens, eh bien le Covid, pour eux, c'est la malchance. Et c'est grâce à la Commission, grâce à cet achat commun, que nous avons réussi à répartir ces vaccins de manière équitable et que le même jour, qu'on soit bulgare, qu'on soit roumain, qu'on soit luxembourgeois, qu'on soit maltais, qu'on soit irlandais, on avait la chance de pouvoir se vacciner. Ça, c'est l'Europe, et pourtant, on l'oublie trop facilement. Nous avons aussi réussi à une émission de dette commune servant à financer justement la relance post-Covid à travers le programme de Next Generation EU. Et je dois le dire, sans l'aide de votre Parlement, nous n'aurions peut-être pas réussi à avoir un mécanisme de conditionnalité aussi liant le budget européen et les plans de relance au respect de l'état de droit dans les États membres. Et en fait, notre unité face à la guerre en Ukraine sur le plan politique et économique, en matière de sanctions, d'aide humanitaire et militaire, et aussi l'accueil des réfugiés a montré l'Union européenne en tant qu'acteur géopolitique aussi crédible. Et face à la double crise, car on a trop souvent tendance à l'oublier, c'est aussi une crise climatique et une crise énergétique, nous avons réussi à réduire considérablement aussi notre consommation tout en accélérant la transition vers un système énergétique reposant essentiellement sur les énergies renouvelables. Il ne s'agit pas seulement d'un impératif moral et environnemental, mais il s'agit d'une nécessité certes aussi économique, mais aussi géopolitique et de l'héritage que nous voulons laisser aux générations futures. Si pour certains, après moi le déluge, ne faites rien. Mais si nous voulons laisser, et la qualité de vie que nous apprécions aujourd'hui aussi aux générations futures, il est plus que temps d'agir.
Et je dois vous dire merci, Madame la Présidente, aussi pour le leadership de votre Assemblée, justement, dans ce débat et cette volonté de lutte contre le changement climatique. Car vous êtes élus par les citoyens. Vous représentez les citoyens. Et les citoyens, très souvent, on a l'impression qu'ils sont plus frileux que nous, alors que c'est faux. Je viens de présenter avec notre ministre de l'Environnement, le ministre de l'Énergie et le ministre de l'Économie, lundi, les résultats d'une consultation citoyenne que nous avons fait avec 100 citoyens. Sur ces 100 citoyens, les propositions qui ont été faites, un grand nombre retrouvent dans le plan national, le PNEC, comme on l'appelle chez nous, pour l'énergie et le climat, qui sera donné à la Commission européenne. Et croyez-moi que nos citoyens vont plus loin que ce que nous nous imaginions et que ce que nous-mêmes nous osons. Les citoyens s'attendent à ce que nous donnions des réponses aussi à ce qu'ils s'attendent de nous. Et le fait de l'avoir fait comme ça, ce n'était plus de haut en bas, mais des idées qui sont venues d'en bas, justement, pour influencer la politique. De temps en temps, on a peur de nos citoyens. Ne les découvrez pas tous les 5 ans devant les élections. N'ayez pas peur du contact. N'ayez pas peur de les consulter. Même si nous sommes élus, même si nous sommes dans des représentativités parlementaires, laissez aussi parler vos citoyens de temps en temps. Vous serez surpris du courage qu'ils ont par rapport aux hésitations que nous pouvons avoir. Donc, l'objectif de ces piqûres de rappel, c'est aussi pour dire qu'il ne faut pas qu'on se repose sur nos lauriers. Donc, je sais que mon temps est imparti, donc je vais être plutôt bref sur certains sujets. Mais je voudrais mettre l'accent sur le besoin de rester ouvert, l'ouverture de notre Union et sur le monde. Dans une époque où les tensions augmentent et les protectionnismes sont plutôt le premier réflexe des uns et des autres dès qu'on parle d'ouverture. Sur les valeurs, des valeurs européennes et des droits fondamentaux, ainsi de la nécessité de notre Union de continuer à être à la hauteur d'un défi devant une guerre qui est à nos portes. Lors des moments les plus difficiles de la pandémie, je vous ai dit que nous avons montré que travailler ensemble était la solution. Et je vous l'ai dit tout à l'heure avec les vaccins comme avec les frontaliers. Mais le petit Luxembourg a pris des patients français. C'est ça pour moi l'Union européenne. De voir comment est-ce qu'on peut faire construire quelque chose ensemble. Et l'exemple de se dire, grâce au personnel qui venait de l'autre côté de la frontière, nous avons pu prendre des patients qui venaient de l'autre côté de la frontière. C'est ça l'Union européenne. Pas se refermer sur soi-même et de dire c'est son problème. Nos problèmes sont communs. Et la meilleure solution pour trouver et résoudre des problèmes communs sont des solutions communes et pas le nombrilisme et de se refermer sur soi-même. Donc il est pour moi très important de voir comment on peut continuer aussi à avoir, quand on parle de frontières, aujourd'hui c'est devenu un sujet, je dois vous dire, qui me surprend. Je fais partie d'une génération, moi je n'ai pas connu de guerre. Beaucoup d'entre nous n'ont pas connu de guerre. Mais dans votre Assemblée, Madame la Présidente, un grand nombre d'entre vos élus, et aussi dans mon conseil, ont connu un rideau de fer. Ils ont connu un mur. Ils ont connu ce que ça veut dire d'être divisés. Est-ce que nous, l'Union européenne, maintenant, voulons laisser le message que la volonté politique, ce serait de reconstruire des murs, alors que pour moi, l'Europe, c'est de détruire les murs qui existaient sur notre continent. Ne faisons pas l'erreur du passé, Madame la Présidente. Je dois vous dire, nous avons besoin aussi, et je l'ai dit tout à l'heure, l'anniversaire du marché commun. Et d'après les études du service Parlement européen, le marché intérieur a permis la création de 56 millions d'emplois au sein de l'Union européenne et une augmentation structurelle du PIB de l'Union d'environ 9%. Et il nous apporte pas seulement prospérité, mais en aussi l'origine de nos règles et standards communs en matière sociale, environnementale, de protection des consommateurs et aussi de la sécurité alimentaire. Alors que des aides d'État peuvent faire figure de pont qui permettent à notre tissu industriel et nos PME de traverser des périodes troubles, ce sera le marché intérieur et son environnement réglementaire qui leur permettront de rester compétitifs de manière durable, surtout aussi au niveau mondial. Gleichzeitig kann aber eine wettbewerbsfähige EU-Wirtschaft sich nicht nur auf den Binnenmarkt stützen. Wir brauchen Offenheit zum Rest der Welt, auch was Investitionsflüsse anbelangt. Es ist wichtig, dass wir als EU uns auch weiterhin die Mittel geben, uns gegen wirtschaftlichen Zwang sowie gegen Investitionen zu schützen, die ein Sicherheitsrisiko darstellen. Vieles wurde in den letzten Wochen ja auch und Monaten zum Konzept der strategischen Autonomie Europas gesagt. Lassen Sie mich hier dazu ganz klar sagen, strategische Autonomie bedeutet für mich weder Protektionismus, also noch Abkehr von Freunden und engen Partnern, noch Äquidistanz zwischen Alliierten und dem Rest der Welt. Und ich habe bislang auch noch keinen
der vielen und ständigen Gespräche mit den Kollegen im Europäischen Rat den Eindruck gehabt, dass auch nur eine oder einer von ihnen das Konzept der strategischen Autonomie in dieser Welt auslegt. Wir sollen uns von künstlichen, aufgebauschten Polemik fernhalten und resultatsorientiert weiterarbeiten. Und die Ursula von der Leyen und Thierry Breton haben mit dem Net Zero Industry Act sowie dem Chips Act und dem Critical Raw Materials Act vorgelegt. Es liegt nun am Rat und an dem Parlament, Verantwortung zu übernehmen. Für uns Luxemburg soll Offenheit ein wesentlicher Bestandteil unserer Bemühungen für mehr strategische Autonomie sein. Offene Märkte, gekoppelt mit einem Level Playing Field, speziell bei Umwelt-, Klima- und Menschenrechtsfragen waren und werden auch in Zukunft die Grundlage unseres Wohlstands sein. Protektionismus macht arm, aber nicht nur das. Protektionismus macht in letzter Konsequenz trotzdem auch noch abhängig. Strategische Autonomie heißt im Gegenteil Diversifikation der Lieferketten, gerne und bevorzugt auch in Richtung derer, die unsere Werte teilen und die genau wie wir das Erreichen der Ziele des Pariser Abkommens ernst nehmen. Strategische Autonomie heißt auch, eine proaktive europäische Industriepolitik zu führen, um Herstellung und Wertschöpfung in Europa besonders im Kontext der grünen und digitalen Transition zu fördern, die Bezugsquellen von kritischen Rohmaterialien sicherzustellen und zu diversifizieren, anstatt alles oder auf eine selbe Karte zu setzen, sich aus der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu befreien und europäischen Strom- und auch Wasserstoffproduktions- und Verteilungsnetze aufzubauen und auf erneuerbare Energien auch sich zu basieren. Und schließlich auch Technologieentwicklung und innovativen Made in Europe zu fordern und zu schützen. In diesem Sinn rede ich am liebsten von offener strategischer Autonomie. And when I'm talking about openness, ladies and gentlemen, I cannot avoid touching upon the issue of a truly common European migration policy. I agree that in order for Schengen to work, we need to be in a position to better regulate and control access to the Schengen area. However, for me, that does not and can in no way imply that we Europeans do not have a legal obligation and a moral duty to offer those who seek international protection a realistic possibility to do so and to grant international protection to those who qualify for it. As I have told my colleagues at the February European Council, border walls are not only costly and questionable from a political point of view, but they are not effective in stopping irregular migration. We have to improve the surveillance of our external borders and engage with international partners on issues like returns or the management of migratory flows or addressing the root causes of irregular migration and setting up possibilities for regular migration. At the same time, the respect for fundamental rights, as well as international humanitarian law, should be the guiding principle for common European migration policy that preserves and strengthens our credibility with our neighbours and other third-party countries. The external dimension can, however, only be complementary to the internal dimension. A common European migration policy needs to be fair, resilient, rules-based, and characterised by the right balance between solidarity and responsibility. For me, the European Asylum and Migration Pact and the related preparatory work by the successive French, Czech, and Swedish presidencies represents the only solution on the table which the potential to achieve this balance. Let us not give up the pact and let us try to hammer out an agreement before the end of this legislature, using the joint roadmap of the European Parliament and the Council as our compass to this end. For me, one of the central characteristics of the European project has been the fact that it's always been solidly ensured in the respect for fundamental rights and rule of law. This has been my main theme of my speech before this plenary last November. And as I told in the press conference, I had a prepared speech about technical and secretariat, et cetera, et cetera, et cetera. But Roberta, you showed us a video of Simone Weil. And this changed my whole speech. Simone Weil, you know who was Simone Weil, but we are remembering today. You have this yellow star on you. Simone Weil had not only a yellow star or flower, she was marked for life.
She was Jewish. She fought during her political engagement for women's rights. And for me, she represents Europe. This peace project, this project of respecting people how they are. And so that is the reason I want to excuse officially to all my team who prepares usually long speeches, and I don't very often stick to them. But it was, for me, important to remind that. And for me, you have to continue to fight for these rights, for this rule of law, and for these human rights. La défense de l'état de droit, Madame la Présidente, et des droits fondamentaux des citoyens doit rester l'épine dorsale de cette Union européenne, et on ne peut pas changer les règles tout simplement selon qui est au pouvoir. Et le Parlement européen est actif sur les terrains en la matière, et je voudrais surtout souligner le rôle que vous avez joué dans la mise en place d'un mécanisme de conditionnalité, justement, état de droit pour le cadre financier pluriannuel et pour Next Generation et nous. Et les développements des derniers mois nous ont bien montré que ce mécanisme est certes perfectible, mais fonctionne. Ajoutons cela aussi les fonds suspendus dans le cadre de la soumission de certains plans de relance nationaux jusqu'à l'accomplissement de certains milestones en matière d'état de droit, des fonds suspendus dans les cadres du règlement financier, ainsi que les procédures d'infraction que la Commission a lancées, dont notamment celle de la loi anti-LGBT+, hongroise, où nous avons aujourd'hui 15 pays qui soutiennent aussi la Commission pour le faire. Moi, j'étais, Madame la Présidente, au Conseil européen, juste après que Viktor Orban nous a annoncé la loi qu'il voulait faire sur les médias, qu'on ne pouvait plus parler en fait d'homosexualité à la télé, ni à la radio, ni dans l'éducation. On ne peut plus en parler. Si quelqu'un dans cette assemblée pense qu'on devient homosexuel parce qu'on a regardé la télé, si quelqu'un pense qu'il est devenu homosexuel parce qu'il a écouté une chanson, vous prouve qu'il n'a rien compris. Le plus dur pour un homosexuel, c'est de s'accepter soi-même. On ne demande pas de pitié, on ne demande pas de solidarité, on ne demande pas de la compassion, on demande juste du respect. Alors de donner l'impression, parce qu'on est né comme ça, qu'il vaut mieux avoir une double vie, ou alors le cacher et ne pas pouvoir vivre. Est-ce que l'on sait combien de jeunes gens se suicident parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer sur leur propre homosexualité? Les stigmatiser et de leur dire que c'est de la faute de l'éducation, de la culture, de l'audiovisuel, ce n'est pour moi contraire à ce qu'est l'Union européenne, cette ouverture et de tolérance. Le jour où j'ai compris ce que j'étais et que je me suis accepté, mes amis m'ont dit « enfin ». Ma famille m'a dit « enfin ». Mais de me dire que dans d'autres pays, je n'aurais même pas le droit de le dire sans risquer des peines, dans certains pays, pas en Union européenne, mais des peines de prison, des peines de mort. Et dans l'Union européenne, bientôt, de ne plus pouvoir en parler avec quelqu'un d'autre, sauf dans l'anonymat, car je risquerais de faire de la perversion de jeunes générations. J'ai honte, Madame la Présidente, que certains collègues veulent gagner des voix sur le dos de minorités. Ça a déjà commencé comme ça dans notre histoire. Je pense, Madame la Présidente, qu'il faut compléter notre boîte à outils concernant les droits humanitaires, les droits des minorités. Et face aux défis financiers et sociaux qui nous attendent dans les années qui viennent, je demanderai aussi plus de solidarité et de moyens pour faire face aux défis climatiques, sécuritaires, industriels et sociaux qui détermineront aussi notre action politique. Permettez-moi, Madame la Présidente, de terminer mon discours par cette agression, cette guerre d'agression lancée par la Russie contre l'Ukraine. Elle se déroule devant nos ports déjà depuis plus d'1 an. Et je pense que la plus grande surprise, ça a été notre unité. Beaucoup s'attendaient à ce que dès le départ, ça allait partir en sucette et que chacun allait aller de son côté. C'est notre unité, notre force. L'Union européenne n'est jamais aussi forte qu'en union. Les États individuels représentent pas grand-chose, ne le prenez pas mal. Mais l'Union européenne est forte. Je vois qu'actuellement, elle n'est pas apportée la paix que l'on aimerait avoir tout de suite. Je suis très honnête avec vous, je ne vois pas que ça se passe là maintenant tout de suite. Et que si on voit que la Charte des Nations Unies est violée, et vous l'avez dit, Madame la Présidente, que le Luxembourg ne veut pas d'impunité. On ne peut pas dire qu'une partie du deal sera l'impunité par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine.
Et laissez-moi citer Robert Schuman, natif du Luxembourg, dans sa déclaration de 1950, « La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. » Et ces mots résonnent encore fort aujourd'hui. Et c'est notre devoir historique de les engager, de les poursuivre et aussi de les accomplir, donc de réagir de façon unie face à l'inacceptable agression russe, sanctionner l'agresseur, continuer de soutenir financièrement l'Ukraine, de leur livrer des armes. Vous l'avez dit, nous-mêmes, nous avons débloqué une grande partie de notre budget pour l'Ukraine, qu'ils puissent eux-mêmes prendre ce dont ils ont besoin. Et aussi des efforts créateurs, ensuite, pour utiliser la politique d'élargissement aussi comme outil géopolitique, et en accompagnant l'Ukraine en tant que candidate sur le long et difficile chemin vers l'adhésion. Efforts créateurs pour mener aussi une discussion sérieuse sur comment, pour fonctionner d'un point de vue institutionnel, certes, mais aussi surtout d'un point de vue budgétaire et financier, une Union européenne qui s'élargira dans les 2 décennies à venir. Et enfin, des efforts créateurs pour mobiliser les ressources nécessaires pour reconstruire l'Ukraine et pour bâtir un ordre européen qui mettra un terme aux guerres sur notre continent une fois pour toutes. Nous ne pouvons pas décevoir, Madame la Présidente, nos citoyens, une fois de plus. Nous devons être à la hauteur de ces efforts qui nous attendent, que ce soit au niveau des respects de l'État de droit, que ce soit au niveau du climat, que ce soit au niveau de l'engagement pour l'Ukraine, que ce soit au niveau de cette volonté de construire quelque chose où on sait que, ensemble, nous arriverons d'aller plus loin. Et je sais, ça a déjà été dit, je crois que c'était Churchill qui avait dit « on va peut-être seul plus rapide, non, mais ensemble on va plus loin ». Et je sais ce que c'est en tant que Premier ministre du Luxembourg depuis 10 ans bientôt, que sans cette Europe, je ne serais peut-être pas aujourd'hui devant vous ici libre, à pouvoir dire ce qu'il y a, et de pouvoir m'exprimer librement sans avoir des sanctions. Et que vous ayez tous, que ce soit des gens d'extrême gauche, jusqu'à de l'extrême droite, vous vous battez, mais sur des idées, pas avec des armes, pas avec des poings, pas avec des menaces. Merci de tenir fort et haut les valeurs de cette démocratie et aussi dans cette maison et ne pas tomber sous les sirènes du populisme. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre.